Bonjour. Euh, on va avancer. Alors, tel que mentionné par Dr. Bruno, nous allons aujourd'hui vous présenter un survol des efforts récents de notre cohorte et de notre équipe plutôt pour considérer davantage le genre et l'orientation sexuelle, que ce soit dans nos analyses. Je vais être comme ça. C'est mieux. Donc, que ce soit dans nos analyses ou dans nos réflexions plus généralement. Alors, nous présenterons on présentera 3 analyses avec des données provenant de l'étude de cohorte EPCO, qui est une étude longitudinale établie en 2004, visant initialement à examiner les déterminants individuels et contextuels de l'infection au virus de l'hépatite C dans la population des personnes utilisatrices de drogues injectables à Montréal, avec des objectifs additionnels établis au courant des années pour comprendre davantage comment se ressentent d'autres problématiques de santé dans cette population, entre autres les troubles mentaux, la douleur chronique et le vieillissement. Donc, les participants sont recrutés avec des méthodes diverses et qui seront abordées plus en détail par Isabelle. Et depuis 2011, on les suit aux 3 mois avec des entrevues en personne durant lesquelles on administre un questionnaire structuré et on collecte des échantillons sanguins pour tester la présence d'anticorps contre le VHC et d'ARN viral. Donc, l'étude est toujours en cours, mais juste pour vous donner une idée de l'échantillon, de 2011 à 2020, nous avions 805 individus participants qui nous ont fourni plus de 8000 observations au courant des années. 18 s'identifiaient comme des femmes, 13 s'identifiaient comme gays ou bisexuels. L'âge médian était de 41 et les participants s'injectaient en moyenne pour 14 ans au moment de l'entrevue de l'entrée. Donc, 90 étaient blancs, 4 étaient autochtones et 42 rapportent un logement instable dans le dernier mois. Et pour les personnes dans la salle qui connaissent Survidi, l'étude de surveillance du VIH et du VHC dans cette population, notre répartition d'hommes et de femmes et de logements instables ressemble pas mal à ces données-là. Alors, une des choses clés à noter pour cette présentation, c'est que les caractéristiques des femmes utilisatrices de drogue sont assez différentes de celles des hommes. Elles sont en moyenne moins âgées, moins instables d'un point de vue de logement, mais aussi ont plus tendance à rapporter la victimisation, un historique de travail du sexe et de la détresse psychologique par rapport aux hommes. Elles ont aussi plus tendance à s'injecter avec un partenaire sexuel. Donc, ces différences impliquent non seulement des interventions et des approches de santé publique différentes, mais elles demandent aussi souvent l'ajustement dans les analyses. Donc, comme j'ai dit, on a beaucoup d'observations dans la cohorte, mais c'est vraiment plus récemment qu'on en a suffisamment pour faire des analyses ajustées par sous-groupe avec une puissance adéquate. Alors, je vais commencer par vous présenter quelques analyses qui examinent en détail les contextes dans lesquels les personnes de la cohorte s'injectent. Et ceci est motivé par la connaissance que parmi les populations vulnérables, le contexte social est souvent un des plus importants déterminants des déterminants de risque et des comportements, que ce soit pour l'infection au VHC ou d'autres issues de santé. Alors, sur l'ensemble des observations de la cohorte, environ un tiers du temps, les participants rapportent aucune injection dans le dernier mois. Un tiers rapporte s'injecter seul et un autre tiers rapporte s'injecter avec au moins une autre personne qui s'injectait au même moment. Donc, à ces participants-là, de 2011 à 2017, on a posé des questions détaillées sur le plus récent épisode d'injection sociale, spécifiquement les personnes présentes et les relations aux répondants, les drogues consommées, les comportements de partage. Et donc, on a environ 2000 observations dans ces épisodes. Avec ces données-là, on voit que la grande majorité des femmes s'injectent avec un seul homme, avec un autre 8 s'injectant dans des contextes de 2 ou plus autres personnes où au moins un autre homme est présent. Donc, en revanche, environ un quart des hommes s'injectent avec une seule femme, 2 tiers rapportent s'injecter avec un seul autre homme, et le reste s'injecte avec 2 autres personnes avec une répartition semblable de genre mixte ou d'hommes seulement.
Mais si on regarde au niveau de la population, puisque les hommes sont plus nombreux, approximativement la moitié des épisodes d'injection sociale ont lieu entre deux hommes, et environ un tiers ont lieu entre des duos de genre opposés, donc des duos d'hommes et femmes. Donc, on a une assez petite représentation des autres combinaisons de contextes. On a aussi examiné les contextes physiques des épisodes d'injection sociale et on a vu qu'environ 40% s'injectent à la maison ou dans un lieu public chaque et 19% s'injectent chez quelqu'un. Très peu de participants rapportent s'injecter dans une chambre louée pour la période d'injection, mais c'est important de noter que ces données-là précèdent l'ouverture des sites d'injection supervisés et aussi, encore une fois, qu'on parle des épisodes d'injection sociale. Lorsqu'on stratifie ces données par le genre, on voit que les femmes ont un peu plus tendance à s'injecter chez eux et moins tendance à s'injecter en public par rapport aux hommes. Alors voici un tableau assez compliqué, mais au fond, ce que ça nous permet de comprendre, c'est que les hommes qui s'injectent avec des hommes ont plus tendance à rapporter un lieu public comme endroit de leur épisode d'injection. En revanche, quand on regarde dans les contextes de duos de genre opposés, c'est-à-dire homme-femme ou de genre mixte avec 3 ou plus personnes, les hommes ont quand même une répartition de lieux d'injection semblable aux femmes, que ce soit lorsqu'on compare les lieux publics, l'injection chez quelqu'un ou l'injection chez eux. Finalement, on a demandé aux participants de rapporter s'ils ont utilisé du matériel d'injection usagé lors de l'épisode. Et on a vu que 13% des femmes et 11% des hommes qui s'injectaient en duo disaient soit oui ou qu'ils ne se souvenaient pas. Mais lorsqu'on regarde ça au niveau de la population, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur des sous-groupes d'hommes et de femmes, on voit que le contexte d'injection vu que le contexte d'injection en duo avec un homme est très commun parmi les femmes, 92% des événements à risque ont lieu dans ce contexte-là. Alors que chez les hommes, ça arrive autant en duo avec des femmes qu'avec un homme. Juste attention, ce n'est pas la prévalence du comportement, c'est juste comment les événements sont distribués. Alors, pour conclure, ce qui est important de souligner encore, c'est que pour un tiers des observations, les participants ont rapporté uniquement s'injecter seuls dans le dernier mois. Et ce pourcentage, en fait, comprend les gens qui ne s'injectent pas dans le dénominateur. Donc, c'est vraiment encore plus parmi les personnes qui se sont injectées récemment qui étaient seules. Cette figure est inquiétante d'un point de vue de la prévention de la mortalité par surdose. Donc, on doit voir si dans les années plus récentes, ça demeure semblable. Ensuite, les contextes sociaux et spatiaux diffèrent selon le genre. La majorité du temps, dans la population, les épisodes d'injection sociale sont des duos, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et la grande majorité des contextes rapportés par les femmes, par contre, incluaient au moins un homme. Donc, les interventions doivent considérer ces dynamiques sociales et les inégalités de pouvoir qui peuvent y exister. Finalement, les préférences des lieux d'injection doivent aussi être considérées. Donc, par exemple, si la raison pourquoi les femmes s'injectent chez elles ou chez quelqu'un, c'est parce qu'elles perçoivent plus de danger dans les lieux publics. Alors, les services qui sont plus, disons, low threshold ou les sites d'injection qui doivent être situés là où les femmes sont ou aller les rejoindre. Donc, merci. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Steve. Merci. J'imagine qu'il n'y a eu aucune collecte de données dans cette étude-là qui permet de tenir en compte les réalités LGBTQ. Oui, donc dans notre échantillon, c'est vraiment la grande majorité du temps en raison de comment
le questionnaire a été conçu en 2011. Les questions, c'était vraiment de s'identifier comme hétérosexuel, homosexuel ou autre. Puis la majorité des gens, c'était soit, tous les gens, c'était répondaient soit homosexuel ou hétéro. Ils répondaient souvent hétérosexuel, j'ai pas compris. J'ai pas entendu non plus, excusez. Ben, j'ai pas compris le dernier mot que tu as dit parce que tu t'es éloigné du micro. Est-ce que tu as dit ils répondaient souvent qu'ils étaient hétérosexuels? Oui, exact. Soit de gay ou bisexuel ou homosexuel ou hétérosexuel. Puis en fait, c'est pas les analyses que moi j'ai faites, c'était pas concentré sur les minorités sexuelles, mais c'est justement ma collègue Stiné va présenter plus d'analyses qui tiennent compte de l'orientation. Juste un temps après. Merci. I'm a little bit taller. Okay, so I'm the first half of the Australian double act. I'm going to try to speak slowly and clearly. Just before I begin, I'm going to be presenting 2 studies today, so I wanted to start contextualizing these with some examples of the literature that demonstrate how gender can also intersect with sexual orientation and behaviour, as well as drug use, to shape the risk of sexually transmissible and bloodborne infections. So among people who inject drugs, we know that stimulant injection contributes substantially to HIV and hepatitis C epidemics. And I just want to highlight briefly the extra risk of infection associated with amphetamine injecting, as well as a concerning rise in amphetamine use that's been observed in many parts of North America over the past decade. We also know that compared with the general population, men who have sex with men are at greater risk of HIV and HCV infection. And that sexualized drug use, including the use of amphetamines, can contribute to risk in this population. And at the intersection of these 2 groups, we also see a higher prevalence of amphetamine injecting and HIV among men who have sex with men and inject drugs compared with other people who inject drugs. And amphetamine injecting is associated with HIV prevalence within this group, although it appears to be mainly through sexual risk pathways as opposed to injecting risk pathways. Amphetamine injecting is also associated with gay or bisexual identity within this subpopulation. So we can see that there's lots of complex interrelations between these factors. I'm going to be presenting on 2 studies from the HEPCO cohort that kind of look at different parts of this puzzle. So the first is examining sexual activity as a risk factor for hepatitis C virus infection among people who inject drugs. And the second is looking at trends in amphetamine injecting and the risk of initiating this behaviour related to sexual orientation. So this is a study that was led by our former colleague, Brendan Jacker, and it's basically looking at sexual behaviour as a risk factor for Hep C infection, taking into account both the gender of the participant and their sex partners. So just briefly, this study used data from the HEPCO cohort from 2004 to 2017, and to be included, the participants had to be Hep C antibody negative at enrolment and complete at least 1 follow-up visit. The primary exposure variable was recent sexual behaviour, so categorised in 3 ways. So either no sexual activity, sex with opposite sex partners only, or having sex with at least 1 same-sex partner. And we analysed time to HCV seroconversion, which is our primary outcome, using Cox regression models stratified or separated by gender. If we look at the breakdown of our exposure categories when people entered the study, we can see that men are a lot more likely to report no sexual activity at baseline. That's indicated by the little grey people. And women are more likely to report having sex with at least 1 same-sex partner, represented by the little blue people. If we look then within these exposure categories, we can see that there's a strong overlap between sexual behaviour and sexual orientation, but it's not complete, with around only 6 in 10 men reporting sex with at least 1 man identifying as gay or bisexual. We can see that women who had sex, whether with an opposite sex partner or a same-sex partner, tend to be younger in general than women who have not recently had sex. And those reporting sex with at least 1 female partner are the only group that have an elevated prevalence of frequent injecting.
As we expected, we can see that amphetamine injecting is higher prevalence among men who have sex with men. And interestingly, in this study, among the women who were reporting only heterosexual sex partners, which is really the bulk of this group, none of them reported amphetamine injection at the baseline visit. If we look at the incidence of hepatitis C as well as the cumulative hazard, which is on the right, we can see that among men, having at least one same-sex partner was associated with nearly double the risk of hepatitis C infection compared with no sexual activity, and this is after adjusting for a range of covariates. Among women, the risk really seemed to be associated with any sexual activity regardless of the gender of the sex partner, but because of the small sample size, we weren't able to adjust this for any other variables. The second study I'm going to present is looking at trends in amphetamine injection and the relative risk of initiating amphetamine injection according to gender and sexual orientation among people who inject drugs. So just a little bit of additional background here. So we see in the literature that the popularity of different drug practices tends to kind of follow this predictable course over time. It typically starts incubating in a specific subpopulation or a specific subcultural context, and then expands throughout the population until the prevalence kind of plateaus or saturates at a certain level. So we saw in the previous study dating back to 2004 that amphetamine injection appeared to be kind of incubating or much more prevalent among people who inject drugs with same-sex partners. And we wanted to explore whether it's since expanded more broadly in this population and how sexual orientation relates to uptake of the practice. So this study used data from 2011 to 2019, and the initiation analysis was restricted to people who said they'd never injected amphetamine when they entered the cohort. Our primary exposure was gay or bisexual orientation versus heterosexual orientation. And again, we used time to event models to analyze the risk of initiating amphetamine injection. So we can see from the figure on the left that the vast majority of our participants are heterosexual men. We can also see that the ratio of heterosexual to gay and bisexual men is a lot higher. It's around 10 to 1, whereas among women we have around 2 heterosexual women to every 1 gay or bisexual women in the cohort. And we can also see that throughout the population as a whole, there has been an increase in amphetamine injecting from 3.5% in 2011 to 12.7% in 2019. And this is with strong increases in both heterosexual men and heterosexual women. But we can also see that there's still a strong increase among gay and bisexual men, and that this group is still by far the most likely to be injecting amphetamines. Looking at the incidence and again the cumulative hazard, we found that among men, gay or bisexual orientation was associated with more than double the risk of initiating amphetamine injection, again after adjusting for a really wide range of covariates. Among the women, again the small sample size kind of precludes us from doing any more robust analysis, but there does appear to be a little bit higher incidence among gay and bisexual women. So just to quickly summarise, among people who inject drugs in the HEPCO cohort, the risk of acquiring hepatitis C infection was greater in men who have sex with men compared to men who did not have sex, after adjusting for various other factors. Among women, any sexual activity appeared to be associated with increased risk of hep C infection, but our conclusions were hampered by a small sample size. We couldn't adjust for potential confounding variables. We saw in both studies that the prevalence of amphetamine injection has historically been elevated among men and women reporting same-sex relations or gay and bisexual orientation. And it's continuing to expand more rapidly among gay and bisexual men, with more than double the risk of initiation compared to heterosexual men in the past decade. But the prevalence is also increasing steadily throughout the population as a whole, so this is consistent with an expanding drug era, indicating that it's just becoming more common in the population of people who inject drugs generally. So that's it. Merci, Stiné. Est-ce qu'il y a des questions de clarification? Et en fait, Stiné peut répondre en français aussi quand même. Non? OK, on va passer à la prochaine.
Bonjour. Donc, c'est moi qui l'avance, excusez-moi. Donc, une des stratégies pour aider à diversifier la cohorte, puis à augmenter le recrutement, a été d'engager une personne avec expérience vécue, donc dans ce cas-ci, moi. Donc, je travaille pour le laboratoire de Dr Bruno depuis 2020. Puis, l'expérience que j'apporte au projet, c'est 15 à 20 ans d'injection, consommation de crack. Mon Dieu, ben là, je suis sobre depuis 3 ans, mais j'ai passé à travers le système, à travers plusieurs ressources. Donc, j'ai une très bonne connaissance de la réalité des injecteurs puis des consommateurs, surtout dans le Grand Montréal. Puis, le mandat qui a été créé pour moi était d'aider à augmenter et diversifier le recrutement, puis de développer le réseau de partenariat avec le communautaire. Donc, depuis le début de mon mandat, j'ai fait une implantation de nouvelles stratégies. Donc, j'ai identifié un réseau potentiel de collaborateurs. J'ai commencé à créer des liens avec différentes ressources. On a aussi développé des outils d'affichage passif, donc des affiches, des flashcards qu'on va vous montrer tantôt. On a mis en place aussi, depuis 1 an et demi, des cliniques mobiles. Donc, on fait des entrevues de recherche dans différentes ressources communautaires au lieu de seulement les faire au centre de recherche pour être plus accessibles et adaptés à la clientèle avec laquelle on travaille. On a mis en place des kiosques de recrutement aussi. Puis aussi le recrutement de rue. Donc, le recrutement de rue, c'est moi qui va à Berry ou dans différents quartiers, puis qui va parler avec les gens, recruter des personnes qui s'injectent, leur demander s'ils veulent participer à la recherche. Puis j'ai aussi aidé à former certains membres là, de notre équipe pour qu'ils puissent faire ça aussi. Donc, le réseau actuel qu'on a est désormais rendu à environ 70 collaborateurs à Montréal et Longueuil. Puis dans ces collaborateurs-là, ceux qui travaillent strictement avec les femmes et les minorités sexuelles, on a Projet 10, Réseau, le Centre communautaire LGBTQ+, chez Doris, qui est un de nos sites pour les cliniques mobiles. Puis, on a aussi Old Brewery Mission, qui ont des ressources pour hommes. Ils ont différents pavillons, mais on fait une clinique mobile à OBM Hôtel Dieu, où il y a un étage pour femmes. Donc, une des 6 étages est pour femmes seulement. Donc, c'est cela. Puis, éventuellement, on souhaite aussi aller au pavillon Patricia McKenzie, qui dessert strictement les femmes. Donc, ça, c'est les outils d'affichage qu'on a développés. Donc, à gauche, c'est des flashcards. Donc, c'est comme des petites cartes postales recto-verso, anglais-français, qu'on distribue dans la rue, dans différentes ressources communautaires qui desservent les personnes qui s'injectent ou des personnes qui consomment. Puis, on a aussi des affiches là, comme celle que vous voyez à droite, en anglais et en français, qui sont affichées dans plusieurs ressources communautaires, puis aussi des différentes pharmacies qui sont dans des secteurs où, avec mon savoir expérientiel, je sais qu'ils desservent beaucoup d'injecteurs, puis aussi des cliniques TAO, puis tout ça. Donc, on est affiché pas mal partout. Puis, c'est ça, dans le fond, excusez-moi, dans les stratégies qui ont été développées pour aller diversifier la cohorte, on a des kiosques. Donc, un kiosque, ça va être moi ou quelqu'un de l'équipe qui va aller s'installer dans une ressource environ 3 heures pour parler des projets aux usagers de la ressource, puis faire la prise de rendez-vous et recruter là, une variété de participants, donc pas seulement des hommes blancs francophones de 40 ans et plus. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher plus de personnes comme ça. Puis, c'est des kiosques qui sont sporadiques, donc ça prend pas beaucoup d'effectifs. On peut y aller juste une personne à la fois, puis c'est bien efficace. Puis aussi, on a des cliniques mobiles. Présentement, on est dans 3 ressources, mais on a déjà été dans 4. Puis, il y a une photo ici là, du pavillon Le Royer, qui est l'ancien Hôtel Dieu, où on fait des cliniques mobiles. Donc, la photo en haut à droite, c'est une photo des étages. Donc,
on sillonne les étages des chambres. Moi, j'approche les personnes ou mes collègues, on leur parle des projets, puis on fait des entrevues sur place le jour même. C'est vraiment dans le but d'être plus accessible pour la clientèle avec laquelle on travaille. Donc, l'impact que ces stratégies-là ont eu sur le recrutement à ce jour, c'est qu'on constate que la majorité les nouveaux recrutements proviennent majoritairement de ces stratégies-là. Donc, c'est vraiment en allant sur le terrain qu'on a plus de facilité, évidemment, à recruter des nouveaux participants. Mais on constate aussi que seulement 15 à 30 des interactions qu'on a sur le terrain, ça veut dire hors CRCHUM, portent fruit. Donc, ce qui veut dire que 15 à 30 des personnes qu'on approche mènent à soit une prise de rendez-vous pour la cohorte ou une entrevue le jour même. Donc, il y a énormément d'interactions puis d'efforts qui sont requis pour officiellement recruter un nouveau participant dans la cohorte puis pour atteindre les objectifs du projet. Ce pourcentage est encore plus faible pour recruter des femmes pour les raisons suivantes. Donc, il y a plusieurs défis qu'on a observés. C'est les observations de notre équipe, mais aussi de nos discussions avec différents organismes communautaires. On a fait des groupes discussions là, dans les derniers mois avec eux. Puis, on remarque qu'avec les femmes, le lien de confiance prend beaucoup plus de temps à bâtir. Aussi, il y a beaucoup de méfiance, de stigmatisation envers les femmes qui consomment, mais aussi entre les femmes qui consomment. Donc, il y a une des ressources où on va où leur clientèle, c'est juste des femmes. Puis, il y en a là-dedans qui consomment, puis sont vraiment... ils ont peur d'en parler, ils vont se cacher. C'est très mal vu. Il y a beaucoup plus de... Ce qu'on remarque, c'est beaucoup plus de honte puis de traumatisme par rapport à leur propre consommation. On remarque que plusieurs de nos participantes ou des femmes qu'on essaie de recruter sont en situation de violence conjugale. Donc, par exemple, on avait une participante on l'a recrutée dans une ressource en même temps que son conjoint. Puis tout de suite, là, on a observé la dynamique. Les deux ont fait une entrevue en même temps dans 2 salles séparées. Puis le conjoint il a terminé son entrevue avant elle, puis il venait cogner à la porte pour demander c'est quand qu'elle allait avoir sa compensation, parce qu'il voulait sa compensation, puis on voyait qu'il était agressif. Puis là, ça l'a fait que les données, parce qu'elle, dans cet exemple-ci, se dépêche à répondre, est dans la peur. Donc, c'est des défis qu'on remarque là, avec les femmes. Il y a aussi un plus grand besoin de parler, beaucoup d'émotions, de détresse. Les entrevues sont plus longues, il y a plus de larmes, donc ça prend plus de temps. Puis ça, des fois, il y a le dilemme d'atteindre les objectifs du projet, mais en même temps, de vouloir être à l'écoute de la personne qui est en entrevue avec nous. Donc, il y a ça. On a aussi constaté que le recrutement est plus efficace avec les femmes quand c'est fait par les intervenantes des ressources. Donc, quand on va chez Doris, par exemple, qui est une ressource collaboratrice, ça va être l'intervenante du plancher qui va venir parler aux femmes avec nous pour faciliter le lien de confiance. Aussi, on remarque que souvent, elles ne veulent pas se déplacer au centre de recherche. Ils ont peur de venir à nous. Aussi, le genre de l'intervieweur. Donc, on a... des fois, c'est un défi parce qu'on a des femmes dans notre équipe, mais on a des hommes aussi. Puis, des fois, elles ne veulent pas nécessairement faire une entrevue avec un homme. Donc, ça peut être un défi. Puis, par rapport à la compensation trop basse pour les entrevues, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis, ce que les filles me disent, c'est pourquoi j'irais m'asseoir dans une entrevue pendant 1h30 pour 20$ quand je peux faire un client, je peux faire 20$ en 5 minutes. T'sais. Ce qui est une réalité avec... donc ça, c'est un défi. Puis, finalement, les stratégies futures pour les pistes de solutions. Donc, on souhaite augmenter et diversifier le développement de nouveaux partenariats avec des ressources pour femmes puis LGBTQ+. Aussi, on veut cibler plus d'efforts sur les femmes puis les minorités sexuelles dans les sites existants. Donc, c'est cela. On aimerait aussi offrir des formations à notre équipe sur la réalité des femmes qui s'injectent parce que c'est différent de... On le sent, là, la dynamique est très différente de quand on va dans des ressources pour hommes ou quand on travaille avec les hommes.
Puis aussi, on aimerait faire des groupes de discussion avec des participantes de la cohorte pour établir des stratégies qui sont adaptées à leur réalité. Donc, vraiment avoir leur avis, comment vous pensez qu'on pourrait aller chercher plus de femmes, qu'est-ce que vous pensez, comment on pourrait améliorer notre approche. Donc, c'est cela pour ma partie. Je vous remercie. Parfait. Je vais juste dire que on allait probablement garder, ça suscitera beaucoup de discussions, donc on va garder ça pour la fin. Merci beaucoup. Merci. Donc, Sarah. Merci. Hi, everyone. My name's Sarah Lani. I'm an associate professor in the Department of Family Medicine and Emergency Medicine at the University of Montreal and a researcher at the CHM. And I'm just going to shift a little bit and talk about something that's not related to the cohort, but just a related issue around gender as it relates to hepatitis C elimination in people who inject drugs. So hepatitis C is endemic among people who inject drugs, but it is also curable. Highly active antiviral therapies have been available for around 10 years now, and they have very high cure rates with around 12 weeks of treatment and very few side effects. And these medicines are so effective that the World Health Organization has set a goal of eliminating hepatitis C as a public health problem by 2030. And there's a lot of work in this area that has focused on treating as many people who inject drugs as possible to not only cure their infection, but also prevent onward infections by reducing the prevalent pool. And that's working. There are data from Australia, Scotland, Iceland and others showing that prevalence of hepatitis C is coming down quite dramatically in people who inject drugs and continuing to decline as more and more people are treated. So it's really quite an incredible example of the progress that has been made. Much of this work, though, in fact, I would say probably all of this work has really been undertaken in a gender-blind way. So it's been implemented without attention to gender and the potential for gender differences between men and women and gender diverse people who inject drugs to affect access to care. So pre-existing gender disparities are not accounted for and may be affecting the progress of hepatitis C elimination. So, for example, there's been a huge amount of attention focused on treating people with hepatitis C who are in prison. Prisons have a lot of people with hepatitis C because of drug criminalisation and a reliance on incarceration as a response to drug-related crime. But because the population in prison is dynamic, if you treat in prison, you lower prevalence in the community. So in Montreal, for example, it's been estimated that treating hepatitis C in prison could prevent 22% of new infections and halve incidence in the community to 2030. And that's great. But the proportion of women who inject drugs who experience incarceration is much lower than for men. And when they are incarcerated, it's often for shorter periods of time compared to men. So they may not actually be eligible to start treatment while in custody if they're not able to finish. So when we focus a lot of our attention on treating hepatitis C in prison, much of that benefit in the community will accrue in men who inject drugs and women will be left behind. There is evidence also that women who inject drugs are not accessing hepatitis C treatment in community settings at the same rate as their male counterparts. And one solution that has been proposed for this is universal hepatitis C screening in prenatal care. And I think that you can probably imagine a number of concerns quite quickly here.
Firstly, this seems to assume that prenatal care is a good place to find women who inject drugs. I'm not sure I agree with that. Not everyone who can get pregnant does get pregnant. There are a lot of women who cannot get pregnant. Even if you do have someone who is pregnant, people who inject drugs are frequently late presenters for prenatal care. There's also considerable concerns around stigma and discrimination in the event of a positive hepatitis C test, the potential to trigger the involvement of Child Protective Services in the absence of evidence of actual potential harm to children. We've been talking about this idea a bit with women who inject drugs and who say it will actually push pregnant people further from care rather than bring them in. It's also not clear when treatment will actually take place. No treatments are currently approved for use during pregnancy, and I can't imagine how treatment uptake is a high priority in the antenatal period. So there's been no published data on this. I really have considerable concerns about the way that any kind of universal hepatitis C screening in prenatal care would be implemented and potential harms to pregnant and parenting people who inject drugs. So these are just two examples. There's quite a few others. These are two examples within the hepatitis C elimination response where a gender lens would be beneficial for identifying path-dependent biases that have the potential to create and entrench gender disparities in hepatitis C treatment and cure for people who inject drugs. Some more detail on some of these in this piece that's in the International Journal of Drug Policy, and we're currently developing work to address some of these issues and promote a more gender-sensitive approach to hepatitis C elimination in people who inject drugs. And now I will hand over to Jessica. Bonjour, vous m'entendez? Je reviens en français pour le mot de la fin. Donc, je vais vous parler des défis méthodologiques qui ont été soulevés au cours de tous les travaux qui ont été faits par notre laboratoire. Donc, Donc, ça nous mène en fait à penser à comment mieux comprendre les spécificités de l'usage des drogues chez les femmes, mais aussi chez les minorités sexuelles, entendu celles-ci comme non seulement les minorités en termes d'orientation sexuelle, mais aussi d'identification, d'identité de genre. Un peu plus haut. Voilà. Et donc, ça nous mène à penser à une perspective assez classique en épidémiologie, qui est celle des déterminantes sociaux de la santé. Entendu ceci comme les lieux sociaux ou les facteurs qui façonnent notre expérience de santé. Donc, une première approche, une première manière de peaufiner un peu le regard dans ce sens, c'est l'inclusion de la perspective de genre, puisque le fait d'être une femme ou un homme détermine la façon dont influence notre parcours de vie, notre taux de santé, mais aussi et surtout, je dirais, la vulnérabilité face à la maladie et aussi les différentes barrières qu'on rencontre dans l'accès aux soins. Donc, et tout ça est déterminé par les structures sociales, mais aussi par les normes socioculturelles prédominantes dans chaque société. Donc, cette inclusion de la perspective de genre a été un premier pas, mais on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne suffisait pas et qu'il fallait aussi intégrer d'autres catégories d'identité qui ont aussi une influence dans ces parcours de vie. Donc, c'est là qu'a surgi ce qu'on appelle l'approche intersectionnelle, qui cherche à intégrer justement ces autres catégories qui vont au-delà du sexe biologique et de l'identité de genre, mais qui intègrent aussi, par exemple, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, mais aussi l'âge et le statut socio-économique. Donc, il y a un exemple aussi au niveau fédéral d'intégration de cette perspective-là, c'est le Gender-Based Analysis Plus, qui était un pas vers l'avant quand on s'est rendu compte que la perspective de genre ne suffisait pas à éliminer, à mieux comprendre les inégalités de santé et à essayer de mettre en place des initiatives qui permettaient de lutter contre elles. Donc, le problème de... Pardon.
L'intégration de cette perspective, néanmoins, se confronte à plusieurs défis qui sont notamment liés au fait ou au manque d'outils méthodologiques permettant de mieux capter ces spécificités, ces différentes intersectionnelles, et aussi, je dirais surtout, au manque de méthodes qui soient scientifiquement valides et convenables pour arriver à des résultats qui soient scientifiquement valides. Donc, pour l'instant, ce qu'on privilégie quand on fait de la recherche en socio-épidémiologie, on va dire, ce sont les méthodes qualitatives, donc parce qu'elles nous permettent de mieux apprendre, de capter des dynamiques microsociales qui nous permettent de comprendre les spécificités et les complexités des expériences de vie, mais elles ne nous suffisent pas pour apporter des données provantes. Et donc, on utilise aussi les méthodes quantitatives qui sont, elles, capables, notamment les analyses multiniveaux, capables de rendre compte de ces différences entre et au sein des différentes catégories intersectionnelles. Mais même dans ce cas-là, il y a aussi un problème qui est lié, enfin, il y a d'autres problèmes. Pardon, je crois que j'ai passé une... Je reviens en arrière. Donc, même dans le cadre de l'utilisation des méthodes quantitatives, on a commencé par utiliser ce qu'on appelle la méthodologie ou l'approche additive, qui consiste à considérer différentes catégories d'identité, mais à les analyser toujours séparément, donc, ce qui ne nous permet pas de rendre compte des spécificités liées au parcours de vie, et notamment à l'exposition à la maladie, de personnes qui se trouvent au croisement de différentes catégories. Donc, pour ça, on a remplacé l'approche additive par ce qu'on appelle l'approche multiplicative qui, elle permet de rendre compte de ces spécificités-là, mais par contre, elle a aussi une limitation qui est liée au fait qu'elle ne nous permet pas de rendre compte des nuances et même des contradictions qui existent parfois au sein de ces catégories intersectionnelles qu'on a pu identifier. C'est notamment le cas des femmes blanches, qui sont d'un côté exposées à la violence patriarcale ou à la domination patriarcale, mais du fait de leur blanchité, sont aussi dans une situation de privilège vis-à-vis des femmes non blanches. C'est aussi le cas des hommes homosexuels. Donc, et dans le cas précis de l'usage des drogues, la nature essentiellement masculine de ce phénomène fait que c'est, comme on a expliqué tout au long de la présentation, ce soit difficile de documenter les expériences féminines. C'est difficile de capter le public, mais c'est aussi difficile d'obtenir des données qui nous permettent de connaître plus en détail leur expérience particulière. Donc, et aussi, surtout, d'obtenir des données qui nous permettent d'arriver à des résultats scientifiquement convenables. L'un des principaux inconvénients auxquels on se confronte, c'est la taille des échantillons, puisqu'il faudrait compter sur des échantillons beaucoup trop grands pour être capable de rendre compte de toutes les sous-catégories intersectionnelles qu'on est capable d'identifier au niveau théorique. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'utiliser des méthodes quali-quantitatives et aussi de combiner les méthodes déductives qui nous permettent de prouver ou de bâtir des modèles conceptuels et méthodologiques à partir des connaissances acquises sur les différences existantes entre les différentes catégories qu'on veut analyser, et aussi complémenter ça avec des méthodes inductives qui nous permettent de découvrir des choses qu'on n'est pas capable de voir, mais aussi d'aller explorer plus en détail les différences ou les aspects qui émergent au fur et à mesure de la recherche. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Oui. Ah oui, peux-tu regarder? OK. On va regarder s'il y a des questions sur Zoom. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. D'abord, je voudrais remercier mon équipe formidable de femmes. Je n'avais comme pas pensé, mais on est tous des femmes. Comme vous voyez, on est très... on travaille dans une population qui est majoritairement masculine. On a généré beaucoup de données. On a une véritable préoccupation pour dire maintenant comment on fait, pour rejoindre les femmes, puis comment on fait pour étudier les questions
féminine. On vous a présenté des méthodes surtout quantitatives, mais dans notre laboratoire, on fait aussi des méthodes qualitatives. On essaie d'explorer avec Isabelle et d'autres collègues, on essaie aussi d'explorer comment on peut rejoindre mieux les femmes pour justement produire des données probantes. Ça fait un peu, comment dirais, ça fait un peu stérile comme vocabulaire quand on parle en recherche, mais il reste que si on n'a pas de données pour les femmes, on n'est pas capable d'informer les politiques publiques. Et je pense que notre voix de chercheur est vraiment complémentaire aux voix communautaires et aux voix de la communauté pour pouvoir faire avancer les choses. Alors peut-être des questions, des commentaires ou des questions, commentaires ou des idées à nous donner. Vous êtes aussi des experts là-dedans, donc comment on peut mieux remplir notre mission, finalement? Au micro, s'il vous plaît. Merci. Il faut ouvrir le... Test, parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Je m'attends en écho. Je me posais une question. Quand on parle d'intersectionnalité, on parle aussi de la condition sociale. Donc, je me demandais, sur la question d'EPCO, est-ce qu'on pourrait faire un portrait des utilisateurs de drogues injectables qui ont vécu une situation d'itinérance? Sur la question d'itinérance, on a à peu près juste le dénombrement qui a été réalisé d'ailleurs le 11 octobre dernier. Puis pour nous, c'était beaucoup de données, mais quand je regarde les vôtres, je suis comme un peu jaloux. Fait que je me demandais s'il y avait possibilité de faire une sorte de portrait à partir des données que vous avez. Oui, et merci. On est en train d'ailleurs de réfléchir dans notre équipe à faire des genres d'infocartes de résultats qui pourraient intéresser justement autres, parce qu'on a quand même publié un certain nombre de publications sur le housing, pardon, quand je parle de mes papiers, je parle en anglais, c'est maudit, mais notamment Emmanuel Fortier avait fait un travail fort intéressant qui montrait les trajectoires d'itinérance versus les trajectoires d'injection et qui donnait des données assez surprenantes des fois où on disait que finalement les gens qui, il ne faut pas que je me trompe là, mais les gens qui se stabilisaient dans leur logement, des fois, augmentaient leur consommation, ce qui est un petit peu difficile, qui est un petit peu contre-intuitif, mais quand on y pense comme ça, des fois, quand ils s'en vont en petit logement, en petite chambre, puis qu'ils s'isolent de leur groupe, bien, ça peut faire en sorte qu'ils soient plus déprimés. Et donc, on a des données sur l'itinérance, mais votre suggestion est tout à fait rentrée oui. dans mon cerveau. Je vais me permettre de dire que le ministère de la Santé et des Services sociaux va être super intéressé par vos infographies sur cette question-là. Deuxième question, ça s'adresserait plus à... Hey, je m'entends vraiment être écho, excusez. Ça s'adresserait plus à Isabelle Boisvert. Je vois vraiment le gros succès d'intégrer dans une équipe quelqu'un qui a un vécu expérientiel. J'aimerais ça vous entendre pour nous donner des conseils en itinérance. Je vois le succès pour rejoindre les personnes qui sont très difficiles à rejoindre. Pensez-vous que ça pourrait nous aider aussi de notre côté à réaliser des études plus puissantes que d'intégrer des personnes qui ont un vécu expérientiel en itinérance? Définitivement. C'est une réponse bien simple, mais je pense que en étant une personne avec toute l'expérience de vie que j'ai, j'apporte une perspective qui est différente de celle des chercheurs. Puis je pense que les deux, c'est une expertise. Moi, je le vois maintenant vraiment comme une expertise. Puis les deux sont complémentaires. Donc, dans n'importe quel projet qui concerne soit des personnes qui consomment ou des personnes en situation d'itinérance, c'est hyper important qu'ils soient impliqués dans vos démarches. Puis, à la longue, ça sauve du temps, ça sauve de l'argent, ça sauve de l'énergie, parce qu'il y a des solutions qu'on peut vous apporter en l'ayant vécu qui peuvent vous sauver des années de suppositions de ce qui pourrait fonctionner. Donc, oui, définitivement.
Merci de faire école. Je voudrais rajouter sur ce qu'Isabelle a dit que c'est notre équipe a été très enrichie par sa présence et maintenant il y a d'autres personnes qui se sont joints aussi. Et malgré le fait que les gens qui me connaissent sachent que je suis une clinicienne aguerrie, il y a bien des affaires que je ne connais pas et où Isabelle est beaucoup plus experte que moi. Je sais qu'on attend des données, que vous essayez de recruter le plus de femmes possible pour avoir des données tangibles, puis vous travaillez fort. Puis déjà qu'on pense à regarder plus spécifiquement ces données-là. Mais d'ici là, d'ici qu'on a assez de données, est-ce qu'on peut quand même avoir des idées d'intervention, d'adaptation? Y a-t-il des infographies ou quelque chose pour que dès maintenant, avec peut-être des données qualitatives que vous avez reçues, qu'on peut au moins essayer d'orienter certaines de nos interventions, nos organismes de façon plus adaptée. Merci. Je pense que ce que Sarah a montré, c'est-à-dire c'est déjà un papier qui parle de ça. Hein? Pour l'hépatite C, l'élimination, ça regarde ce genre de trucs-là. Écoutez, je pense qu'on va clore la session sur cette note positive. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans tout ça.